Et vous le savez peut-être, il y a le prochain colloque de l'IPS qui devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. Alors, les infos vont… enfin, il y a une réunion de l'IPS, International Planetarium Society, donc demain, pour décider si ça va se tenir en présentiel, en distanciel, donc juin-juillet prochain, parce que, bon, Saint-Pétersbourg, ça semble être assez compromis de circuler par là-bas d'ici là. Alors, au niveau du soleil, je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais je vous l'ai mise donc dans les dossiers. L'image du soleil avec une grosse éruption solaire assez impressionnante parce qu'on en avait eu des importantes, des assez dynamiques en termes d'intensité visuelle qui existent, qui sont assez célèbres, mais jamais aussi étendues avec le soleil en entier. Donc, c'est quand même pas mal. Et une éruption comme celle-là a eu le fait de faire tomber des Starlink. Il y a une quarantaine sur 49 Starlink qui avaient été lancés par SpaceX donc, pour faire cette couverture Internet. Et comme c'était au lancement, il y a la grosse éruption qui est arrivée sur Terre a fait des problèmes. Donc, bon, une bonne nouvelle pour les astronomes amateurs, peut-être. Oui, oui. Ça fait toujours 40 Starlink de moins. Il faut savoir aussi que j'ai lu quelque part, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais que les Starlink ont tendance à redescendre. Ça, c'est logique, hein, de toute façon, comme la station spatiale, qu'il faut remonter de temps en temps. Mais les satellites Starlink ne sont pas équipés d'un système de remontée et ça descendrait plus vite que prévu. Donc, la couverture, si elle est à courte durée, ça risque de coûter très cher et je ne sais pas si c'est finalement viable sur le long terme. On suit ça de près, bon, on croise les doigts pour souhaiter je ne sais quoi. C'est vrai que c'est bien d'avoir Internet un peu partout, mais si c'est au détriment du ciel et de ne plus pouvoir faire des images sans avoir des rayures sur la pellicule, enfin sur le capteur, et d'avoir beaucoup de déchets à ce niveau-là, ce serait bien dommage. Une nouvelle, alors je pense que vous avez tous entendu parler de près ou de loin de Kepler 16b. Alors c'était une exoplanète donc, qui avait été découverte par le système de Kepler, hein, d'où la petite allusion ici. Et c'est autour d'un système d'étoiles stellaires binaires. Et là, si vous reconnaissez, ça vous parle ça? Oui, Non. non? Non. Alors, c'est loin de Tahiti, hein, de toute façon. C'est le 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence. Et là, c'est marqué, je pense, je ne sais pas si on On est peut découvert. zoomer, ça doit être marqué 1995. Voilà, puisque Ah oui. c'est la découverte de 51 Végase qui a été faite au 1,93 m. Et en fait, ils ont réussi à observer donc, Kepler 16, donc, avec 16 grand A et 16 grand B, puisque c'est deux étoiles, et donc un transit de la planète Kepler 16b devant l'étoile principale, et donc de pouvoir confirmer ce qu'avait observé Kepler. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, puisque c'est une planète qui tourne autour d'un système binaire. Donc, c'est un peu Tatooine, hein, pour les fans de Star Wars. Voilà pour ça. Alors, sinon, je ne sais pas si vous avez… Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est les images alors, de Apollo 11 par LRO. Mais tout ça pour vous montrer que, en fait, eh bien, il y a le Si. satellite, donc, hop, ça sera pour tout à l'heure, Si. Si, si, te mando. Chandrayaan Ahora. 2 qui a fait des images de Apollo 12 et Apollo 11, donc de toute beauté. C'est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est assez remarquable. On voit ici, alors, ce qui semble dire que c'est l'ombre ici du drapeau pour Apollo 12. Évidemment, Apollo 11, ben, ils n'ont pas vu le drapeau, puisque le drapeau, au dire
des astronautes de la mission Apollo 11. Il était tombé quand la partie haute du module avait redécollé. Mais on voit des choses. Alors là, il semble-t-il, c'est ce qu'on voit, c'est l'ombre du pied de la caméra qui permettait de filmer quand il y a eu le décollage de Apollo 11. Et donc, on a des images bien plus précises que ce qu'avait pu donner LRO à l'époque. Voilà, donc pour des infos assez sympas. Alors, bon, Guy Toral, vous avez peut-être vu hein, le décès donc, de Guy, qui se serait donné la mort suite à des problèmes. Donc, bon, c'est vraiment une triste nouvelle que nous avait annoncé Michel. Donc, bon, j'avais eu à le contacter, Guy, et même si c'était un boucher de métier, il avait la passion de l'astronomie et de le faire divulguer comme ça, et ça faisait un passe-temps qui lui permettait d'exprimer un petit peu sa passion autre que dans la boucherie, mais hélas, il nous a quittés donc fin janvier. Alors cette image, c'est une image qui m'a intrigué parce qu'effectivement, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, c'est une image de la Terre, hein, a priori, ça vous arrivez à deviner avec les nuages. Et en fait, cette image a 75 ans. Et donc, c'est une vue de l'espace par une fusée, en fait V2, où ils auraient équipé donc, une caméra. Donc 75 ans, ça fait quelle date exactement? Alors, par rapport à 2022, donc 1947. 48, 48, voilà. 48, 47. Donc, les fusées V2 qui avaient été enfin, avec Werner von Braun au niveau des États-Unis, très certainement, et donc un décollage avec un vol, non pas en orbite, hein, bien sûr, mais un vol donc au-dessus de l'atmosphère terrestre. Alors, bon, là, c'était oui, le coup de Surveyor 3 avec les traces que l'on voit mieux d'ailleurs, hein, que l'on voit bien ici, alors qu'on ne les voit pas du tout là, les traces au niveau de l'Apollo 11, parce que c'était pas mal pris au soleil couchant et ça devait être moins visible que quand justement c'est de dessus, et donc le contraste avec le régolithe et la zone un peu moins attaquée par le soleil qui se détachait mieux au niveau des traces de pas que l'on a là, mais que l'on n'a pas sur l'image de la sonde indienne. Alors, une belle image, Régis, si tu veux en dire quelques mots que tu m'avais envoyé. Je me suis dit, tiens, je reconnais ça. C'est une photo que j'ai faite avant-hier matin, au lever du soleil. Et c'était marrant de voir. Bon, ça, c'est une image qu'on voit assez régulièrement, hein, qui est assez banale, le fait qu'il y ait des rayons du soleil qui soient occultés par des nuages et que ça rayonne comme ça. Mais ce qui était intéressant, le ciel était très rougeoyant, un petit peu plus que sur la photo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait Vénus dans le rayon central. Et j'en ai fait une autre depuis qui est bien aussi, mais je ne sais plus où elle est. Je t'enverrai également. Alors, en ce moment, on a des ciels très, très rouges et jaunes et roses. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça en France. Alors, nous, au couchant, oui, mais au levant, plus rarement. Et c'est vraiment très rouge, rosé. Et c'est probablement, c'est un phénomène atmosphérique. Mais je ne sais pas pourquoi cette teinte rose. Peut-être parce que l'air est très chargé en humidité. Et ça doit diffuser à plus grande longueur d'onde. Voilà, et ça donc, doit être ça. attaquer le vert et le jaune, et il reste plus que l'orange et le rouge. Ça ne serait pas une conséquence du volcan des Tonga? Pas bête. Aussi. Je me souviens qu'on avait eu des ciels très très rouges également quand il y avait eu les incendies en Australie. Peut-être.
Ouais, Michel, tu marques un point, à mon avis. Ouais. Bon, dans les Alpes, on est pas mal non plus là. Il y a un beau coucher de soleil sur le Mont Blanc là derrière. Mais c'est pas les Tonga, hein. Ah non. Mais on a un bel Alpenglow là ce soir. Ok. Alors, au niveau des autres infos, alors il y a une vidéo assez sympathique que j'ai eu à prendre. C'est un montage des différentes séquences, mais sur la mise en orbite donc d'une fusée SpaceX. Et donc, où on voit les différentes étapes, mais qui ont été raboutées pour pouvoir voir tout ça un petit peu en même temps. Et donc, on pourrait la décomposer pour refaire la séquence réelle, mais c'est assez impressionnant avec les modes de dégazage et tout ça. C'est assez étonnant ce genre de vidéo. Voilà. Alors, une autre vidéo assez intéressante sur les sprites et donc avec les orages, donc un orage qui se trouvait assez loin et donc qui a embrasé le ciel et donc en vidéo on voit cette retranscription du phénomène donc de ces jets qu'il y a eu. Donc là c'était du côté de Porto Rico. Alors, il y a une vidéo, je ne vais pas vous la passer, mais je vous ai donné le lien et vous pouvez la récupérer ici. C'est sur le JWST. On ne va pas la visualiser, mais elle dure 20 minutes et elle est très intéressante. Bon, elle est rectangulaire, elle n'est pas full dome. Et donc, ça met la rétrospective un petit peu de la mission, donc de la durée, avec plein de chiffres et tout. Et c'est assez bien fait parce que donc ils reviennent en arrière, ils tournent le film un petit peu en arrière et après ils expliquent justement comment ils en sont arrivés là. Et c'est très bien réalisé avec plein d'informations, très instructif. Je vous recommande de la visualiser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Ben, je crois que c'est déjà pas mal. Alors, on va voir au niveau des cadeaux. Alors, au niveau des cadeaux, vous avez le lien sur Capitaine Slurp. Alors, pour récupérer Capitaine Slurp, donc un spectacle que j'ai pu utiliser, enfin, pas moi, mais mes animateurs. J'ai pas pu moi de mon côté. Je vous donne le lien sur le chat, mais vous l'avez sur LSS Monthly. Donc, il vous permettra de récupérer le fichier Wave de l'audio, mais bon, vous en avez a priori pas besoin. Vous avez donc le HOG si vous utilisez Spacecrafter pour jouer vos vidéos et la vidéo en 1200 par 1200 et en 2K par 2K, enfin 2160 par 2160. Récupérez celle qui vous intéresse, hein, parce que de toute façon, si un jour vous passez en 2K, vous me demanderez, c'est pas un problème. Et donc, un travail donc avec Axel Vergnol, avec Vincent Jean-Victor, avec Kirstine et moi-même, donc pour faire les 4 voix du spectacle. Je suis vraiment content du résultat et ça marche très très bien auprès des enfants. Alors, on le conseille pour les 4-8 ans, hein, grosso modo. Et il y a des moments où justement ils doivent agiter les bras, où ils doivent taper des pieds et ils ont bien réagi, ils ont ri au moment où il fallait rire. Donc ça s'intégrait très très bien et avec notre public, c'était des 6-8 qui étaient venus le voir et donc ça a fonctionné. Et avec un public familial aussi, très bien. Bon, ça pourrait être d'une meilleure qualité encore au niveau des voix, on n'est pas des professionnels, mais c'est très très honorable, on n'a pas à avoir honte du travail qui a été fait. Et donc, je vous invite donc à récupérer les fichiers, à le visualiser sur votre planétarium, dans votre planétarium et l'utiliser. Donc, c'est gratuit. Alors, normalement, et ce que je vous conseille quand même, si vous comptez l'utiliser, c'est que vous tapez Captain Schnoops
sur Internet et vous remplissez le papier comme quoi vous comptez l'utiliser. Vous n'aurez pas besoin des fichiers qui vous mettront à disposition puisque ce sont les DOM Master 3K. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans les DOM Master, moi, j'ai effacé tout ce qui était texte dans la partie en allemand de la fin où il y a justement la phrase mnémotechnique et tout ça pour mettre les phrases que Régis t'avait proposées donc en français et donc on est très raccord. Ça m'a demandé du temps de pouvoir effacer le texte sur la vidéo et de le remettre puisque je n'ai pas eu d'aide. Ils m'ont dit non, ne nous demandez rien, on vous donne le fichier tel quel, vous vous débrouillez si vous voulez faire une version française. Il n'existe pas à ce jour de version anglaise, donc seulement allemande et française du coup maintenant. J'attends votre avis. Si vous avez des critiques ou quoi sur des trucs qui pourraient être mieux joués ou des tournures qu'on a beaucoup simplifiées par rapport à même à la version finale, pour le rendre vraiment accessible pour les plus jeunes. Donc, dites-moi s'il y a un quelconque souci à ce niveau qui reste encore. Je suis sûr qu'on devrait pouvoir encore l'améliorer si c'est vraiment, enfin, si c'est nécessaire. Et puis après, si vraiment il y a une volonté de passer sur du professionnel, avec des voix professionnelles, il faudra peut-être mettre le budget, mais on devrait pouvoir y arriver si ça vous intéresse en se cotisant peut-être ou en demandant à la PLF, mais c'est sur ce que j'avais demandé dernièrement, ça n'avait pas été très convaincant de pouvoir avoir quelque chose, en tout cas rapidement. Alors, Lilian, je crois que tu nous as rejoint. Oui, peut-être. Bon, oui, je suis là. Voilà, ok. Moi, en termes de vidéo pour l'eau, évidemment, il y a l'eau, une aventure cosmique, mais je crois que pour les possesseurs de LSS, c'est 600 €. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Il y a des choses qui existent, alors évidemment qui ne vont pas dans le sens de ce qui avait été dit par Didier sur le site de sur la mailing list de la PLF, parce que effectivement, hein, les astéroïdes sont pas mal chargés en eau et donc forcément, lorsqu'il y a eu l'accrétion de la prototerre, il y avait déjà beaucoup d'eau à l'intérieur et le dégazage a certainement permis de faire l'eau primitive que l'on a sur la Terre, elle venait très certainement de ces astéroïdes et donc de la Terre a fortiori, sûrement rajouté avec un petit peu d'eau venant des comètes, hein, mais suivant les mesures qui ont été faites sur les comètes, c'est pas flagrant que l'eau que l'on a à la surface, en tout cas, vienne des comètes, mais peut-être plutôt aussi par le dégazage. Mais il y a une petite animation qui est vraiment sympa, que j'utilise beaucoup dans mes conférences. C'est en rectangulaire, hein, c'est pas en full dome. C'est Eau comme origine. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le CNES qui avait fait ça. Elle est vraiment super, cette vidéo. Et moi, je le passe même à des primaires, hein, quitte à expliquer un petit peu les molécules, l'oxygène, l'hydrogène et tout, plus en détail. C'est une vidéo remarquable qui permet d'aboutir à la vie avec justement les cellules eucaryotes et tout. Et donc, c'est un truc vraiment sensationnel qui avait été fait. Ouais, puis c'est pas trop long. Et c'est pas trop long, voilà. Ouais, c'est un format 9-10 minutes, je crois, un truc comme ça, et c'est bien. Peut-être 8 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est super. Hein, moi, je me régale à le passer. Pas sous le planétarium en rectangulaire, mais bon, ça peut se passer sous le dôme hein, avec Space OpenFish. Ah ouais, OpenFish, bien entendu. Alors, sinon, je vous ai mis une petite vidéo de présentation de Extreme Auroras. Très très joli. Bon, vous le regarderez. Hein. Vous avez le lien sur LSS Monthly comme d'habitude. Alors, ce que l'on va faire, puisque l'heure tourne, et parmi les choses à vous montrer, il y a ça que j'ai trouvé sur un site. Je me suis dit, waouh,
j'avais les 12 hommes quelque part, j'ai la carte avec les lieux d'atterrissage, mais j'ai trouvé cette image vraiment très très intéressante puisque ça indique celui qui reste en l'air, ceux qui se posent. La mission Apollo 13 où les 3 sont restés en l'air et ne se sont pas posés, ou Apollo 8 où justement ils ont fait le tour de la Lune et après ils sont repartis, ou Apollo 10 où justement ils se sont décrochés mais après ils se sont réaccrochés et ils ne se sont pas posés. Donc c'est très synthétique, très très bien fait pour ce qui est du programme Apollo. Voilà, donc je ne sais pas si certains l'avaient vu passer, mais waouh, j'ai été enchanté quand je suis tombé dessus. Alors, sinon, vous avez un lien La nuit dans l'espace de Lyon demain. Et à un moment donné, alors la vidéo dure 3 heures, mais il y a 20 minutes où c'est Patrick Baudry qui avait pris une sorte de dictaphone lorsqu'il est parti avec la navette spatiale. Et donc, il avait branché le dictaphone et il s'était enregistré pendant 20 minutes de la sensation du décollage jusqu'à passer au-dessus de l'Afrique et tout. Et c'est assez génial parce qu'on voit vraiment ce qu'il ressent seconde après seconde dans du décollage au passage donc en orbite et voir l'Afrique qui défile et tout. Enfin, c'est super. Je vous invite à consulter ce podcast fait par François Haru, que certains connaissent. C'est un peu un ancien du monde des planétariums qui avait été à l'origine avec Michel dans la Drôme provençale là, pour monter le centre d'astronomie. J'ai plus le nom. Bon, enfin bon, ouais. Donc voilà. Fait par François Haru et qui avait récupéré de Patrick Baudry directement la séquence. Alors, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est un petit peu de Spacecrafter pour le travail qu'a fait Calvin il y a 2 semaines. Donc, je vous avais montré lors du dernier LSS Monthly des choses. Là, il a encore bossé et fait un travail remarquable. Alors déjà, pour ce qui est, Michel Boissel, si tu es là, tu m'avais fait remonter que le Lookat avec les delta altitude et azimut n'avait pas de duration. Ça a été corrigé par Calvin ce matin. Mais bon, sur Spacecrafter 2022, donc personne ne l'a encore. J'ai encore des tests à faire avant de le fournir au staff de test et puis après de le livrer probablement pour avril pour ce qui est de la version free. Alors, donc, il y a eu une amélioration et là, ça marche du feu de Dieu. La lecture de vidéos, certaines vidéos. Alors, il se trouve que avant, si jamais vous mettez le faire que vous exagérez la taille des planètes, vous rajoutez les astéroïdes de la ceinture principale, vous ajoutez les astéroïdes de Kuiper, vous faites tourner ça un petit peu vite. Voilà. Vous rajoutez, parce que vous êtes un petit peu fou, les noms non, ça c'est les orbites. Les noms de ces astéroïdes. Si vous vous amusez à mettre des traces en plus derrière les astéroïdes et les... Donc là, à ce moment-là, ça va commencer à ramer, hein, très certainement. Mais dès que vous lanciez une vidéo, effectivement, la vidéo ramait aussi. Et là, maintenant, comme c'est géré par des threads à part, donc il n'y a plus aucun problème de ralentissement par rapport à ça. Et donc, la vidéo va se dérouler normalement. Donc, vis-à-vis de ça. Alors, autre chose, c'est qu'il y avait aussi des fois des synchronisations au niveau de l'audio. Là, il n'y en a plus du tout parce que c'est lu par un thread à part. Et il y a des compressions des images sur 1 seconde en avance. Donc, le logiciel va lire
30 images, donc 1 seconde de la vidéo par avance. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il va du coup anticiper un problème où la vidéo va demander, parce qu'il y a beaucoup plus de points, ça bouge beaucoup plus vite ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des surcharges qui se font et qui nécessitaient plus d'une frame pour être décodé, plus d'un trentième de seconde. Et du coup, là, il n'y a plus aucun problème. C'est d'une fluidité sans précédent. Même certaines vidéos qui, par MPlayer, par VLC, pouvaient ramer parce que c'était du 2K, parce que voilà. Là, il n'y a aucun souci. C'est lu, sauf si vraiment toute la vidéo est très compliquée et qu'il n'arrive pas à prendre de l'avance sur des frames simples. Mais je n'ai pas réussi à le mettre en défaut vis-à-vis de ça. Alors, vous savez que il y a la possibilité donc de pouvoir ouais, je l'ai. Voilà. De pouvoir comme ça hop, tourner le ciel donc de 180 degrés avec la fonction heading donc sur Spacecrafter. Et le problème, c'est que si vous aviez à parler, par exemple, de l'étoile polaire, le problème, c'est que si vous affichiez maintenant la vidéo qui permet de parler de l'axe de rotation de la Terre dans le prolongement de l'étoile polaire, la vidéo, elle se jouait non pas ici, mais elle se jouait là parce qu'ils ne savaient pas que vous aviez tourné. Et donc là, maintenant, c'est possible de pouvoir avoir la vidéo. Si on a tourné le ciel, la vidéo va se trouver projetée dans le bon sens. Alors, ça, vous allez me dire, ok, c'est pas mal. Masterput le faisait à une époque. Enfin bon, il y avait des choses avec MPlayer, une petite astuce comme ça. Mais là, c'est un petit peu plus fort, je dirais, que ça. Parce que là, par exemple, si je m'amuse à lancer donc, un spectacle, donc il va se jouer en fonction La de trajectoire, l'importance de la tempête. Nous comprenons plus que jamais son importance. Alors, voilà, je coupe le son. Nous avons Mais donc là, vous avez ça. Mais ce qui est assez prodigieux, c'est que là, j'ai la vidéo. Je m'amuse à tourner la vidéo, enfin à tourner le heading, et la vidéo tourne aussi par la même occasion. Donc pendant que la vidéo se déroule, vous pouvez la tourner et donc forcément, si vous avez envie de, par exemple, vous mettre, non pas avec un heading 2.0, mais avec un heading Est, donc la vidéo va avoir le hotspot donc sur l'Est. Non, enfin, sur l'Ouest peut-être. Enfin, bon, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ça tourne de la façon dont vous le souhaitez. Donc, pendant un spectacle qui ne soit pas orienté, si vous êtes autour, eh bien, vous pouvez comme ça changer la zone de manière à ce qu'il ne soit pas pénalisé pendant toute la durée de la vidéo, ceux qui sont mal placés dans votre dôme. Voilà donc pour ça. Autre chose, on en discutait un petit peu. C'était quoi cette vidéo avant. Pardon? Cette vidéo que tu fais voir là, à titre de démonstration, c'était quoi? C'était Solar Quest. D'accord. C'est une vidéo gratuite que tu dois voir, qui est très très bien faite. Elle est vraiment très sympa, Solar Quest, pour parler du soleil, SDO et tout ça. Donc, au niveau des essaims d'étoiles filantes, il y avait des soucis. Alors, je vais revenir à un ciel normal. Donc, au niveau des étoiles filantes, voilà, là, par exemple, on est le 26 février et normalement, le 26 février, jusqu'à présent, il n'y avait pas de dessin le 26 février. C'était centré sur l'écliptique, qui est la version par défaut, c'est-à-dire que normalement, s'il n'y a pas d'essaim, la direction d'où proviennent les étoiles filantes, c'est la direction vers laquelle la Terre se dirige à un instant donné, qui correspond
en fait, alors, Au point d'entrer dans le nuage. à la direction du premier quartier de lune. Non, non, justement. Là, c'est le premier quartier de lune, mais c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est arrêté, parce que second, fin, voilà, du dernier quartier de lune. Alors, tac, tac. Voilà. On va essayer de revenir en arrière. Voilà. Et ben voilà, tout bêtement. Voilà. Dernier quartier de lune. Et parce qu'en fait, la direction du dernier quartier de lune, c'est la direction vers laquelle la Terre se dirige à un instant donné. Donc, vous voyez que là, comme ce jour-là, donc on est le 25 mars, il n'y a pas d'essaim d'étoiles filantes, c'est sur l'écliptique que ça va se dérouler. Mais il n'y avait que les 6 essaims d'étoiles filantes principaux, les Perséides, les Léonides. Enfin, non, les Léonides, bon, elles avaient disparu à un moment donné, mais enfin, bon, elles sont sur l'écliptique, donc ça marche à peu près. Sauf que là, on a vraiment recalé bien comme il faut. Il y avait les Géminides, les Quadrantides, les Oursides, il me semble, les États aquarides et les. Je les ai dit, les Perséides, enfin bon, et les Lyrides. Donc, il n'y en avait que quelques-uns. Là, maintenant, j'en ai mis plus d'une trentaine des étoiles filantes réparties tout au long de l'année. Donc, c'est assez intéressant. Et ça, évidemment, qu'on veut forcer les étoiles filantes, elles vont être sur l'écliptique. Mais donc, si vous mettez, par exemple, pour les lyrides, si vous mettez pour les draconides, si vous mettez sur les iota aquarides ou je ne sais pas, vous allez les avoir. Hein, donc, bien placés si vous êtes à la bonne date. Donc, voilà, c'est une nouveauté qui date d'il y a une demi-heure que je viens de finir. Autre chose, bon, je ne veux pas vous le montrer, mais Neptune, elle est maintenant à nouveau invisible à l'œil nu, ce n'était plus le cas. Et un truc vraiment dont je suis très content que Calvin a fait, parce qu'on s'était cassé les dents dessus pendant très longtemps, c'était Windows 9. Ouais. Windows 9 vous permet de vous mettre sur la Terre en voyant le système solaire. C'est très intéressant quand vous voulez parler justement de le plan de l'écliptique, là où il y a les fameuses constellations du zodiaque. Donc, vu depuis la Terre, évidemment, on voit que ça forme une ligne. Mais donc, si on recule, à ce moment-là, on décolle et on va du coup pouvoir voir le système solaire de dessus quand on est suffisamment loin. Mais ce qui se passait, c'est que quand on reculait, l'orbite ici, on voyait les traits parce qu'on était trop près de l'orbite et donc ce n'était pas terrible. Et là, Calvin a fait de la tessellation complète, c'est-à-dire que là, vos orbites, elles sont toujours parfaites et même si vous n'êtes pas près de la planète en question. C'est-à-dire que si vous vous mettez à zoomer sur l'orbite de Jupiter par ici, le logiciel va s'apercevoir qu'en fait, il faut tesseller, c'est-à-dire il faut arrondir le trait parce qu'il n'y a pas assez de points et il va rajouter les points qu'il faut. Et donc, votre orbite, votre trajectoire, elle est toujours parfaite. Donc ça, on s'était cassé les dents dessus à plusieurs reprises. Et là, maintenant, c'est raccord de A à Z. Et donc, chapeau Calvin pour avoir réussi cet exploit-là. Ouais, ça, c'est vraiment bien parce que ça m'avait vraiment posé une fois un sacré problème pour trouver un point de vue où justement, je n'avais pas l'orbite qui se mettait en vrac, quoi. Ouais, et là, c'est fini, ce cauchemar. Voilà. Ok, et deux dernières choses. Je vais vous montrer donc une nouveauté due à tout ce qui est de modèle 3D volumétrique. Donc, c'est à la mode, hein, tous les grands planétariums le font. Et là, maintenant, on a pour la galaxie, alors là, c'est la version pro, hein, donc un modèle volumétrique de la galaxie. Et donc là, bon, on a les amas globulaires et tout, et on a une zone noire. Alors, bon, je vais essayer d'améliorer ça, que ce soit un petit peu moins, un peu plus torsadé ou quoi, mais enfin, ça correspond à ce qu'on voit pour des galaxies, donc par la tranche. Et voilà, on peut se rapprocher ici d'un amas globulaire.
par exemple. Et donc, ça a plus de gueule que l'autre où on voyait vraiment tout. Là, il y a une transparence qui est relative et qui est tout à fait raccord avec les autres galaxies qui ne sont bien sûr que des dessins. Alors après, quand on recule, donc pour ceux qui ont la version Pro, maintenant, quand on recule, on passe du modèle interne où il y a juste les galaxies, mais c'est bien pour montrer les filaments et la structure. On a accès maintenant à la structure donc, du 6DF. Donc, il y a le nouveau catalogue qui est intégré en fondu par rapport au 6DF. Voilà, donc c'est quand même assez sympa puisque là maintenant, la transition est très fluide. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Une petite question, Lionel, là-dessus. Est-ce que Oui, c'est Franck à l'appareil là qui. oui, Sur je le. reconnais. Donc c'est super le modèle 3D de la galaxie là, c'est assez agréable. Moi, j'utilise souvent le dézoom pour sortir, pour montrer un petit peu, mais est-ce que la transition quand on sort, quand on recule le système solaire, on passe dans les étoiles et ensuite des étoiles à la galaxie, on passe par un noir qui est assez étrange en fait. Ouais, alors là, c'est plus rapide, il y a moins de noir, mais c'est toujours pas encore bien intégré, mais on va travailler dessus. Ça fait partie, c'est un peu en haut de liste de la liste des améliorations. C'est pas évident. Déjà là, en fait, c'est déjà bien au niveau de ce rendu-là, mais si on rentre dedans, non, on n'est pas raccord encore. Voilà. Lionel? Oui, Claude. Oui, est-ce que vous avez rajouté des objets 3D? Alors, c'est en cours là aussi. En fait, il faudra les rajouter de manière transparente, soit directement dans les déclarations ou quoi. Mais pour l'instant, il n'y a que Helix. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Pour l'instant, il n'y a que Helix, après, à part la galaxie, qui est en volumétrie 3D. Et il y avait aussi les Pléiades, mais bon, les Pléiades, c'est moins spectaculaire. J'aurais une question, M. Lionel. Oui. Est-ce que monsieur, juste avant Claude, le monsieur qui est intervenu, je pense que c'est M. Boyat, lorsqu'on voit là, ce qui parlait du mouvement, OK, progressivement, lorsqu'on rentre ou qu'on sort de la galaxie, il existe un très, très beau vidéo sur le site, je pense, de l'Agence spatiale européenne. Je crois que c'est une vidéo qui est publique. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment là, très détaillé. Oui, c'est vrai qu'en vidéo, c'est Tour of the Universe, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je pourrais essayer de le retrouver, mais j'ai vu ça dans une émission qui parlait de phénomènes cosmiques, en tout cas, plus ou moins étranges. Là. Puis la personne utilise cette vidéo-là comme introduction. C'est vraiment extraordinaire. Fait que je pense qu'on peut l'intégrer peut-être dans ton animation. Là, vraiment, on aurait l'impression. Alors voilà, récupérer des bouts de vidéo. Alors normalement, c'est interdit de récupérer des bouts de vidéo. Oui, mais je pense que c'est le domaine public, je crois, cette vidéo-là, je crois. Ouais, enfin, normalement, on doit la passer en entier ou pas du tout. Enfin bon, ça, c'est. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, je dirais. Mais j'essaierai de la retrouver et peut-être à l'envoyer, je veux dire, comme suggestion. Parce que, voilà, la séquence que j'ai, c'est ça. OK. Voilà. Et là, c'est pas mal parce qu'ils font un fondu pour faire l'apparition de la galaxie. Et là, donc, à ce moment-là, on en sort. Bon, j'aimerais bien arriver à quelque chose comme ça. Mais c'est quand même bien, là, c'est pas mal mieux. Ouais, c'est bien, mais ça reste une. Ça c'est fait avec le système, je crois que je me demande si c'est Dark Matter ou quoi. Enfin, c'est un logiciel à 30 000 €, quoi. Donc, bon. C'est bien fait, mais ça reste une vidéo. C'est-à-dire que le dézoom, quand on le fait à la manette, on peut faire des pauses, on peut tourner la galaxie. Là, ça reste une vidéo, donc on lance et c'est figé. C'est Tour of the Universe, j'utilise souvent ce petit film, j'aime bien ce les stages, il est assez bien foutu. Mais effectivement, alors c'est vrai que si on pouvait arriver à ça, ça serait génial. Mais bon, déjà, bravo pour le travail sur le volume 3D de la galaxie, c'est super. Ouais, on progresse, en tout cas. Ok. Est-ce que, Albert, David est arrivé? Oh, oui. Il est là depuis 18h30. Oui. Je stoppe le partage et je vous laisse la main. D'accord. Donc,
je vous passe avec David, un peu avec l'idée de présenter un nouveau FMC au temps réel sur le système solaire. Quelque chose que vous pensez, mais qu'est-ce que vous faites avec ça, non? Parce que s'il y a un spacecraft, donc c'est une autre chose. C'est un complément vraiment que ça, j'essaierai à la fin de vous expliquer un peu. Non? Mais par exemple, il est en train de vous montrer la Lune dans ces moments-là. Il y a un jeu, comme vous savez, le jeu de Mistakes, et il y a une version plus avancée qu'il y a le Mistakes Historics, c'est-à-dire on va nous retrouver avec le landing des Apollo et voir qu'est-ce qu'il y a là. Non? Et bon, dans ce moment, David conduit, s'il fait de petits sauts, c'est pour la connexion. Il va chercher, par exemple, je ne sais pas quel Apollo tu vois, David, le 12, on avait dit. Bon, par exemple, il va rentrer dans la zone Apollo 12. Et là, nous avons la possibilité d'afficher bien soit le vrai ou le faux. Alors là, ça permet que les gens soient un peu comme en attendant que ce que l'on va faire. Et on se présente comme ça, par exemple. Et l'Apollo 12 a retrouvé une machine sur la Lune parce qu'il était prévu que la machine s'est trouvée dans un cratère. C'était prévu justement de... David, tu peux tourner un peu, oui. Vous la voyez bien, hein? La machine qu'on... Ouais. Vous voyez, d'accord, non? Alors là, et les gens, ils doivent décider si ça c'est vrai ou pas. Et comme ce n'était pas vrai, Lunajot, il n'était pas là, c'était une machine américaine, non? Il a changé après. Vous voyez, c'est Surveyor qui a été retrouvé à 200 mètres, justement, du point d'atterrissage, parce qu'ils avaient prévu d'atterrir là à côté et justement récupérer la caméra. Non? Ça, c'est comme une promenade pour tous les Apollo. Moi, je dirais à David, si tu peux aller vers Apollo 14, par exemple, et on laisse le secrétaire, et on va dans une autre zone, et nous avons tous les Apollo, de manière que nous pouvons expliquer différentes choses qu'on arrivait. Et moi, je voulais justement, Lionel, montrer Apollo 11, mais tu l'as expliqué aujourd'hui, parce que les gens pensent que le drapeau, il est là, et non, justement, il a volé, non? Hein? Alors, justement, Apollo 11, nous avons prévu de montrer ça. Je change et je vous montre Apollo 14. Hein? Par exemple, ça, c'est déjà un programme pour ceux qui aiment beaucoup l'astronautique. C'est plus complet que celui que nous avons fait. 14. 14. Tu sais en face, David. L'île, voilà, 14. Voilà, il va rentrer. Hein, un peu de gaz. Voilà. Nous sommes Apollo 14. Attends. Bon, attends, David, gira la mic à la caméra, ok? Voilà. Ici, les spécialistes. Ils sont restés là-bas finalement, Apollo 14? Non, il est là. Non, on imagine que c'est l'Apollo quand il est arrivé, évidemment, avec tout le LM complet, non? Mais jamais le Soleil était comme ça. Ça, c'est très haut. C'est-à-dire, Apollo, c'était avec la manière d'arriver à la Lune, c'était avec le Soleil aux épaules des astronautes. D'accord? Le Soleil, il devait être très bas, parce que sinon, il fait beaucoup de chaleur et l'atterrissage, c'était compliqué. Non? Et toujours pour voir l'ombre, pour pouvoir conduire et voir l'ombre, les astronautes, ils avaient le Soleil derrière, très bas, hein, pour voir le 3D des cratères, pour apprécier bien les ombres, pour l'atterrissage. Et après, seulement Apollo 17 qui a passé 4 jours, le Soleil s'élevait un peu, mais jamais ils auraient travaillé avec le Soleil comme ça. Non? Ça, c'est un peu plus spécialisé, mais bon, c'est une chose que il y en a qui sont plus faciles, d'autres qui sont plus compliqués. Non? Donc là, nous avons tous les Apollo, d'accord? Et c'est le personne entre vous, parce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà, la Lune, peuvent faire un upgrade et avoir celui
c'est lui un peu plus compliqué, plus pensé, si vous voulez, pour le grand planétarium. Non? David, si tu peux nous laisser ça et chercher le système solaire. On va au système solaire parce que là, c'est important de dire que l'idée, ce n'est pas de faire concurrence à Spacecraft Pro et à ses capacités pédagogiques. Ça n'a pas de sens parce que nous, on le commercialise, non? Mais l'idée, c'est plutôt d'intégrer un système plus fluide, non? Semblable à un jeu vidéo avec lequel on peut s'amuser et diffuser d'une manière plus générale. Également avec des scènes plus élaborées qui peuvent être exécutées par nous-mêmes. Il s'agit de parler du cosmos en profitant de nouvelles ressources qui nous permettront de faire des séances avec un grand public sans trop de spécialisation, mais plus spectaculaire, avec des transitions douces et très fluides. Non? Il s'agit finalement, je voulais vous dire, de créer des outils pour planétaristes, voilà le Soleil ici, afin qu'ils puissent travailler de différentes manières en fonction de leurs besoins. Alors, nous avons le Soleil ici, fait par David Terrero, non, David? L'idée, c'est qu'on arrive, on va partir du Soleil, hein, et on pouvait faire des actions. Par exemple, si dit à David, il faut faire comme un jeu de matière, non? Comme Lionel nous a montré au début, justement, boum. Alors, c'est nous qui fait ça, qu'on peut contrôler. On fait cette éjection de matière. Hein? David, il a calé comme une vidéo. Hein? Il l'a fait comme un chroma. Hein? C'est réel, ça. Hein? Alors, c'est nous qu'on peut afficher ou pas cette image. D'accord? C'est l'interaction. Hein? Ici, on ne cherche pas toute la question exclusivement scientifique. Non? C'est pour un grand public. Mais nous, on pense que vous avez aussi de grand public en général, des séances générales. Non? On va laisser ça, on va partir vers Pluton, mais on ne va pas y arriver. C'est très tard aujourd'hui pour faire ça, mais on va passer par Vénus, si vous voulez. On laisse le Soleil et on va vers Vénus. Et après, si vous voulez, non, Mercure, Vénus, Terre, Lune. Hein, mais on va passer plus rapidement pour le planète qui a de moments, il faut travailler. Parce que nous, on doit travailler avec les actions. Hein? Ici, Mercure, d'accord? Hein? On peut se débrouiller, on peut tomber, on peut faire tourner la planète, tout ça, comme vous pouvez imaginer. Et par exemple, à Vénus, nous pouvons descendre, mais ce n'est pas fini encore. On va faire descendre une navette à Vénus. Hein? Et maintenant, on laisse Vénus, on va voir la Terre et le système Terre-Lune. Ici, nous avons prévu de descendre à la Terre, attention, très intéressant, et on va tomber où? Dans la mer, à côté de la maison de Régis. Hein? Enfin de la visite. Oui, on va faire la visite chez toi, hein, parce qu'on va tomber justement à Mururoa, non? Mururoa, comment ça s'appelle, à côté de Tahiti. Hein? Il y a des endroits plus sympas. Non, voilà. Et après, par exemple, ici à Mars, hein, nous avons, par exemple, là, David nous a fini une action. Hein? Là, nous avons une action déjà faite. Et je demande à David de la faire. Il va très rapide, hein, parce que nous savons qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et l'action, c'est de montrer quelque chose d'intéressant. C'est comme l'humanité, il fait des choses qui sont très intéressantes d'arriver à Mars. Il y a d'autres qui font des conneries. comme mettre une voiture dans l'espace. Alors là, David, tu as déjà oublié là. Est-ce pas ça dans le coach? Il est très rapidement, oui. Non? Bon. Oui, on s'en va vers Jupiter, si tu veux. Non, vers le coach. Ah oui, il est là, parce que c'est d'accord. Non? On montre ça, par exemple. Non? Et c'est toujours la philosophie de montrer des choses qui sont réelles, mais on peut les spectacles logiquement. Et tout ça fait. Ça, c'est l'anneau. Bon, ça, c'est les astéroïdes. Hein? Et finalement, on arrive à Jupiter. Hein? Et par exemple, là, bon, en passant par là, je demandais à David de mettre une comète, d'afficher une comète. Et il a mis Churyumov, non? Parce que ces comètes, quand ils étaient visitées par Philae et la sonde Rosetta, il était entre la Terre et Mars. Il était plus près de nous. Après, il est parti, son orbite. Et nous, on arrive à cette comète, non?
Mais l'idée, c'est que chaque fois qu'on a une planète, on peut faire quelque chose. D'accord? Mais c'est nous qui va la faire avec la manette du joystick. David, tu peux afficher Choulimov? So I have a problem. Just a minute. Lady Murphy, un problème en direct. Sinon, on arrive ici, voilà. Hein? Voilà. D'accord? Et ça, c'est l'idée que je vous présente, mais ça, c'est pas fini. Hein? C'est la première fois qu'on montre ça. Hein? Et nous avons encore 2 mois ou 3 mois pour devant. Et l'idée, c'est de justement présenter ça le mois de mai, au moment que si on pourra présenter Spacecraft Pro. Mais surtout, c'est important de vous dire, parce que parfois, ah oui, ça tourne. Bon, Lionel, fait un peu la concurrence ici avec les anneaux. David, Lionel admire, David. Beaucoup, hein. Bon, fini. Okay. Ne montre plus, non. Fini. Non, parce que c'est déjà tard. Hein. Et non, on aura, j'espère, des opportunités pour vous montrer, non. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a, je suis un peu étonné, honnêtement, parce que quand on a fait la Lune, il y avait d'entre vous qui disaient, mais pourquoi je veux ça? Pourquoi? Pour l'utiliser. Parce que ce n'est pas vous, c'est votre public qui vous demandera ça. Si dans un moment donné, vous êtes spécialiste, vous montrez les choses très jolies, très bien faites et très scientifiques, si vous voulez. Mais de temps en temps, il y aura des groupes pour faire des séances générales et pour s'amuser aussi. C'est-à-dire, ma volonté, c'est de faire des outils pour que le planétariste peut tout avoir. Parce que comme compagnie, j'en ai besoin. Pas me centrer sur un programme comme Spacecraft, parce que nous, on commercialise plus de choses. Non? Alors, par exemple, dans la Terre, on a prévu de tomber sur Terre et tomber dans l'eau. Faire une plongée dans l'eau et voir la vie dans l'eau. Et après, on va ressortir vers l'espace. Il y aura une surprise. En parlant des imbécilités, il y aura une surprise. Non? Et c'est ça, on peut parler du cosmos, non? de comment je dirais, la tâche de l'homme aussi, de l'humanité. Hein? L'importance d'avoir connu le système solaire comme nous l'avons connu. C'est la cour de notre maison. Nous sommes arrivés jusqu'à ici. Il faudra beaucoup d'années pour passer ça. Hein? Alors, comme nous sommes arrivés à tout ça, on va montrer ces mondes que nous on connaît à partir d'un système interactif et sympa. Ça, c'est l'idée. On a laissé beaucoup d'efforts pour faire ça. Et M. David Terrero, il a profité toute la pandémie pour se fermer avec nous, avec cette idée. Donc, gracias, David. Merci. Bravo, David. Bonsoir, merci. Bye bye. Si vous avez des questions. Silence dangereux. La voiture d'Elon Musk, on sait où elle est maintenant? La voiture d'Elon Musk, elle est où maintenant? Entre la Terre et pas loin de Mars, mais il avait prévu une orbite, mais ça a changé. Mais il commence à se dégrader, j'imagine, la voiture. Mais bon, on va justement montrer qu'elle est là. C'est comme un objet plus, non? Que lancé par l'homme, qui ne sert à rien. Un déchet en plus. Donc, c'est ça. Ouais, mais ça fait une sauvegarde de l'encyclopédie de l'humanité, je crois, parce qu'il y a plein de data qui ont été gravées sur un cristal ou je ne sais pas quoi, là. Donc, pour sauvegarder les données. Ma foi. OK. Donc, avant d'attaquer le gros, c'est-à-dire la partie sur les coupoles, on va juste voir donc quelques petites choses. Je vais reprendre la main. Michel, tu es dans le coin? Tu es obligé de redémarrer, mais ça marche. OK. Alors, je vais... Tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop, je vais refaire le partage et je vais lancer ta vidéo sur Betelgeuse.
Ok, ça marche. Bon, sachant que cette vidéo, c'est une capture d'écran, hein. Normalement, c'est un script, hein. Alors, là, j'ai pas présenté Orion parce qu'en fait, c'est extrait d'un spectacle où j'ai déjà présenté Orion au sort de M42. Donc, on va zoomer un peu en croppant sur la constellation elle-même. Et je pense que vous devez vous en souvenir, mais il y a maintenant, ça va faire 1 an et demi, Bételgeuse avait subi une baisse de luminosité au point qu'à un certain moment, elle s'était retrouvée quasiment comme Bellatrix. On voit sa luminosité qui baisse, voilà, en janvier 2020. Et puis, elle va remonter. Et donc, on s'est posé pas mal de questions là-dessus. S'agit-il d'expulsion de matière qui pouvait obscurcir le truc? Mais bon, comme on sait que Bételgeuse, tôt ou tard, explosera en supernova, vous allez assister à l'explosion de Bételgeuse. Voilà, on illumine le paysage comme avec une pleine lune très forte. Et évidemment, elle va rester lumineuse comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et elle sera même visible en plein jour, puisque là, on la voit vers l'est. Voilà, voilà. Et tu avais les infos de la magnitude qu'elle atteindra? Non, j'ai fait ça au pif. Hein. Ouais, comme moi. Non, de toute façon, on sait que par le passé qu'elles étaient visibles en plein jour. Donc, a priori, ça doit être quand même vraiment... Enfin, moi, j'avais lu quand même que l'éclat devrait être équivalent à celui d'une pleine lune. Enfin, au niveau de l'éclairement du paysage, quoi. Tu l'as bien rendu, hein, bravo. En fait, c'est un empilement d'images, hein, en fait, avec une boucle. Alors oui, pour celui qui pose la question, donc Julien, on va essayer de faire assez vite. Hein. De toute façon, c'est enregistré au cas où, mais comme j'ai besoin de ton avis ou quoi, on va pas tarder. On va juste lancer le crabe. Est-ce qu'il y a Yves dans les parages? Bon, je lance le crabe et puis si jamais Yves était là pour savoir un petit peu si tu vas pouvoir parler de quelque chose, sinon on va embrayer directement avec les coupoles. Oui, alors en fait, après l'explosion de Bételgeuse, dans mon spectacle, je vais montrer ce qui reste d'une supernova, donc un beau rémanent, puis qui est juste à côté, ça tombe bien. Alors voilà le M1 tel qu'on pourrait l'avoir avec un très bon télescope, à 500 ou 600 mm. Et on va maintenant voir ce que ça donne avec de grands instruments. Donc, je mets évidemment des infos que je commente éventuellement. Puis alors, ce qui est intéressant, c'est que au centre de ce rémanent de supernova, il y a quelque chose d'étrange. Et là, normalement, il y a le son. Je ne sais pas si on va l'entendre. Moi, je l'entends. Vous l'entendez? Non, on ne l'entend pas. Et en fait, là, j'explique, mais au centre, on voit le pulsar clignoter. Donc, j'ai ralenti la fréquence du son pour la synchroniser avec l'image. Et on entend le battement du pulsar. Et là, maintenant, on va l'entendre normalement en fréquence réelle. Non, on ne l'entend pas.
Bon, il suffira de regarder la vidéo de toute façon avec le lien. Et enfin, pour finir, la comparaison entre la taille de la planète Terre, qui fait 3 millionièmes de masse solaire, et la taille du pulsar du crabe, qui fait 1,4 masse solaire. Ok, super, Michel. Alors, j'ai un petit doute, moi. C'est super. J'ai un BTG que va exploser. Ça, vu sa masse, devrait créer un trou stellaire, pas qu'une étoile à neutrons ou un pulsar, me semble-t-il. Pas David? Oui, mais peu importe. En fait, moi, ce que je veux montrer, c'est le rémanent. Hein. Non, mais c'était juste une question au passage. Hein. C'était juste. Ah oui, non, franchement, oui, effectivement, logiquement, avec sa masse, ça va s'effondrer, oui. Oui, ça devrait faire un trou noir, oui. Un diamètre presque équivalent à l'orbite de Jupiter, ça devrait effectivement. Ok. Est-ce que Yves est dans le coin? Toujours pas? Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois ou après, enfin bon, s'il reste un petit peu de temps. Donc, on va discuter un petit peu des coupoles maintenant. Alors, d'une part, pour essayer de voir, donc avec les coupoles, je vais arrêter le partage, donc on va faire un petit peu une discussion pour l'instant. Je vais essayer de préparer quelque chose à afficher à certains moments. Donc, il y a des coupoles qui, si vous avez vu sur Amazon en tapant ou quoi, on peut trouver des coupoles Sayok, donc des coupoles chinoises, à 1800 €, je crois, peut-être un petit peu moins cher pour certains diamètres. C'est très peu cher, mais il vous montre des vidéos. Donc, il y avait Julien Chauveau qui m'avait montré une vidéo que Sayok lui avait envoyée avec un morceau, un échantillon de la toile, et il mettait le briquet, et au bout de 5-6 secondes, ça prenait pas feu, et puis d'un seul coup, on sentait que comme si ça allait prendre, et puis hop, vite, il lève le briquet, et puis après, il recommence, et il le laisse pas longtemps, alors que normalement, si on veut que ce soit vraiment certifié, il faut que ça résiste à la flamme pendant plus d'une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes. Et ils n'ont pas fait cette démonstration en vidéo. Et c'est vrai que le moment où ils arrêtent le truc, on dirait que justement c'est en train de chauffer assez pour que justement toute la partie un petit peu protégée s'en aille. Et donc c'est assez curieux par rapport à ça. Et donc c'est Julien, je crois, ou Ronan, avec qui j'avais discuté, qui ont eu à récupérer donc une coupole. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience sur les tests qui ont été faits dessus, un morceau de cette coupole? Bonsoir. Ça marche? Oui. Oui, on t'entend. Oui, d'accord. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Oui, alors c'est une expérience un peu malheureuse dans le sens où moi j'ai repris un planétarium auprès de quelqu'un qui a arrêté pour des raisons de santé. Donc j'ai un bloc LSS complet, jusque-là tout va bien. Et le dôme, ça sort des usines Sayok. Hein. Il n'y a pas l'étiquette Sayok, mais ça sort des usines Sayok. Donc moi je l'ai racheté et on m'a certifié qu'il n'y avait pas de problème. J'ai eu quand même des sérieux doutes et je suis passé donc par un des 8 laboratoires agréés en France qui s'appelle Effectis et j'ai envoyé un échantillon. Au bout d'une dizaine de jours, la dame m'a rappelé en me disant ça va pas le faire puisque j'ai récupéré le tableau. Au niveau de la combustion, les temps de combustion sont très rapides et donc ça fait tomber le matériau en classe M3. Voilà. Au mieux. Dans le meilleur des cas. M3. Parce que en fait, il y a deux choses qui sont dangereuses, en tout cas classées pour eux comme dangereuses. C'est le fait que déjà, ça s'enflamme.
Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, ça génère des gouttes de matière qui tombent et qui restent enflammées. Donc, ça présente, pour eux en tout cas, un danger là-dessus. Et c'est pour ça que c'est classé M3. Alors que normalement, M2, on peut avoir des déformations ou quelques odeurs. Mais en tout cas, on ne doit pas avoir d'inflammation, c'est-à-dire une flamme qui reste. Sur les gouttelettes. Et surtout, ça ne va pas tomber par terre. Voilà. Ok. Alors, après, techniquement, enfin, moi, de l'animation planétarium, j'en fais depuis pas mal d'années. J'ai connu le Cosmo 2, des RSA Cosmos. L'implantation d'un dôme, de base, de toute façon, il est toujours mis dans un site aux normes ERP, de toute façon. Pour que ça prenne feu, je pense qu'il faut que ça soit de toute façon délibéré. Donc, voilà. Le danger, pour moi, il est minime. Mais bon, on ne plaisante pas avec la sécurité, surtout si on est en animation scolaire ou même grand public. Donc, si ça ne respecte pas les normes, bon, à utiliser avec parcimonie, en groupe fermé et surtout pas public et surtout pas scolaire. Ça reste mon avis. Néanmoins, en appoint sur une utilisation dans un parc en extérieur où il n'y aurait pas de vent, ce serait protégé, bien évidemment sans le lester, bien sûr. Ponctuellement, ça peut être utilisé. On a vu d'autres installations de planétarium, et même en France, qui faisaient bien pire que ça. Donc voilà, c'est un peu le retour d'expérience. Je m'en servirai en mode de secours et d'appoint. Pour rien cacher, j'ai discuté pas mal avec Monsieur Plat et il y a un dôme en commande ou prochainement en commande. Voilà. Mais alors, sachant quand même qu'il y avait eu une commission de sécurité qui indiquait bien qu'il fallait des DOM de catégorie M1 ou M2 avec les conditions dans lesquelles les utiliser, avec les distances de sécurité autour du DOM, etc., que ça ne pouvait être qu'à l'intérieur. Voilà, tout ce qu'on sait par rapport au DOM, mais c'était bien une commission de sécurité qui avait indiqué qu'il fallait surtout pas de catégorie M3, M4, M2 minimum, idéalement M1. Voilà. Alors, par rapport à ce type de dôme, et là où je rejoins Lionel sur les démonstrations un peu légères que SIOC peut faire, ils ont, sans être vulgaire, le culot de fournir un soi-disant rapport de test qui est fourni par Décra International. Mais bon, les tests sont quand même assez minimes. Alors, j'ai vu apparaître là une solution peut-être de secours et de réinifuger le dôme avec un produit, j'ai vu apparaître l'image là. Je me suis renseigné auprès d'une entreprise qui fait ça aussi. Alors, ce n'est pas la même marque, hein, c'est une autre marque, mais c'est les mêmes produits. C'est les mêmes caractéristiques d'inifuge à 40%, je crois. Donc, moi, coup de bol, l'entreprise, elle était à côté de chez moi, du côté de Saint-Nazaire. J'ai pas mal échangé avec eux et le problème de ce produit-là, c'est que comme on a les dômes SIOC sont des matériaux quand même très synthétiques qui ont quand même une particularité à pas trop prendre l'eau. Et pour unifier correctement un matériau synthétique, faut qu'il ait quand même un certain pouvoir d'absorption. Et si vous faites le test de la goutte d'eau sur le dôme et que la goutte d'eau, elle perle et elle s'en va, c'est un mauvais signe et que le produit inifugent ne va pas correctement rentrer dans un dôme SIOC, par exemple. Ouais, parce que nous, on avait eu à utiliser, enfin, c'était pas nous, on l'avait fait faire par une société sur des des tentures de rideaux pour une salle de conférence. Et là, il n'y avait pas de problème, puisqu'évidemment, le rideau, il absorbe bien. Et quand ils nous les avaient rendus, on voyait qu'ils avaient pris une couleur un petit peu plus claire, parce que justement, il y avait des sortes
c'est du sel, je crois, une sorte de sel qui est intégré au tissu et qui pour être fixé, évidemment mis avec un liquide qui, après évaporation, le sel va être à l'intérieur des fibres du tissu. Mais effectivement, il faut que ça rentre. Et là, les coupoles, ça ne rentrera pas. C'est hydrofuge, quoi. Voilà. Et c'est même eux qui l'ont dit. Hein. C'est même l'entreprise qui te l'a répondu. Ils m'ont clairement dit non. Et puis, il y aura un effet collant. Alors, comme un dôme gonflable, eh ben, on ne le laisse pas gonfler 24/24. On va le replier pour le ranger dans son sac. Avec l'effet collant, je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Donc, avec un effet collant, si jamais c'est la toile écran contre la toile écran, après, quand on lève, ça va arracher. Et du coup, vous n'aurez plus le tissu blanc, écran, et donc là, c'est une catastrophe. Sur le papier, ça pourrait être une belle solution, mais quand on étudie un peu les propriétés des matériaux, on se rend compte que ça fera pire que ce qu'on le souhaiterait, quoi. Puis j'ai vu aussi que c'était précisé pour un usage domestique sur le dôme. Tout à fait. Alors, oui, ça veut tout dire à quoi, fait. ça? Alors, tout simplement, ils prennent des gants, hein, finalement. Hein. Bon, j'ai un peu gratté le sujet et puis on avait échangé il y a quelques temps avec Lionel. Ils prennent des gants et ils se dédouanent finalement en disant c'est un usage domestique, vous pouvez acheter un dôme, un planétarium, vous pouvez vous en servir chez vous à la maison, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de problème de sécurité. S'il arrive quelque chose, c'est de votre faute en tant que particulier. Mais après, en tant que professionnel, que ce soit un professionnel d'animation ou associatif, tout simplement, en cas d'accident, déjà les assurances, je ne vois pas ça très clair. Et puis, forcément, vous sortez justement d'une classification obligatoire vis-à-vis des ERP et puis largement de ce qui peut être mis dans un ERP. Alors, normalement, l'ERP, il n'a pas. Enfin, vous êtes dans une salle de classe, vous n'êtes pas censé avoir le feu dans la salle de classe. Hein. Mais le dôme qui toucherait le néon au plafond et qui chaufferait le plastique, au bout de 2-3 heures, s'il est M3, M4, il peut y avoir un risque d'inflammation, de déformation plastique et de gouttelettes, et ça vous tombe sur la tête des élèves. Ou un gamin qui ne sait pas quoi faire et qui joue avec son briquet le long. Ouais, ça va vite, ça. Bon. Donc, c'est un risque à éviter. Si on lit les préconisations de la commission de 2013, où il est fortement recommandé d'avoir quelqu'un en extérieur du dôme pour surveiller s'il y a le moindre problème et pour pouvoir donner l'alerte au public qui serait sous le dôme lors d'une séance, déjà, c'est requis déjà dans le cadre d'un dôme M1, M2. Alors, d'autant plus en M3, M4. Voilà. La sécurité n'a pas de prix. Et, on ne joue pas avec le feu et je pense que les SIOP, aujourd'hui, n'est pas la réponse, n'est pas la bonne réponse, quoi. Pour un usage professionnel. Après, professionnel ou associatif. Hein, si c'est pour avoir un planétarium chez soi, pour montrer à des amis ou autre, oui, mais pas plus. J'avais pris contact avec les Russes à Saint-Pétersbourg, avec SPB Adventure. Ouais. Voilà, qui ont des dômes magnifiques, qui en vendent dans le monde entier. Et voilà, je leur ai demandé pour la classification au feu norme française, du coup, vu qu'on n'est pas foutu de se mettre d'accord en Europe. Ils avaient pris un peu les devants, ils avaient essayé de demander. Moi, je leur ai fourni aussi, je leur ai récupéré un formulaire en anglais pour qu'ils voient s'ils pouvaient demander la classification feu France, M1 ou M2. À savoir qu'il faut, je ne sais plus, là ça date déjà d'un petit peu, il faut plus d'1 mètre carré de tissu pour fournir en échantillon, ce qui est quand même assez énorme. Oui, il faut. C'est 4 échantillons. Il faut 4 échantillons de 600 mm par 180 mm. Voilà. Et ça coûtait, je crois, plus de 700 € sans être certain d'avoir le test positif à la fin.
Voilà, donc ils ont vu qu'ils en vendent dans le monde entier et que ils voient pas, et du coup moi non plus, pourquoi les enfants étrangers auront moins de valeur que les enfants français. Ils ne se sont pas embêtés avec cette histoire de classification. Et de toute façon, le tissu vient de Chine, hein, comme tous les autres. Hein. Bien sûr. Oui, mais enfin, il peut y avoir du bon tissu de Chine hein, aussi. C'est pas. Voilà. Il peut être M1 de Chine. Quoi. Moi, ce qui m'embête. En tout cas, ils sont pas mal, ces DOM. Ben, je confirme, nous, on Alors, en a voilà, un. ton expérience par rapport On a un 5 mètres. et tout. Ouais, on a un 5 mètres et vraiment, c'est de l'excellente qualité. Hein. Voilà, je suis allé en chercher un, en fait, hein, finalement. C'est ce que mon collègue a fait aussi. En 2019, là, je suis allé en récupérer un directement à l'atelier, un 4 mètres, qui a l'avantage de passer en... Il est baissable de 2,70 à 2,40 en hauteur. C'est ça. Ben, nous, on a celui-là, mais en 5 mètres. Voilà, ce qui permet de vraiment passer partout. Et puis, alors, au niveau étanchéité et tout, ils sont top. L'écran est génial. Ah oui, très, très belle surface de projection. Voilà. Et l'usure avec le temps? Alors, je m'en suis pas énormément servi parce que j'ai pas une grosse activité non plus. Et puis, j'ai toujours mon vieux RSA des années 90. Mais c'est vrai que la qualité de projection entre les deux, entre le RSA qui était fait pour le Cosmo Odyssey, qui devait être du coup réfléchissant à l'intérieur, et la qualité que je récupère sur l'écran tissu du russe, il n'y a rien à voir. Hein. Je confirme, ça tient bien le coup, hein, finalement. Hein. Je me rends compte. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que comme nous, on travaille des fois dans le bassin d'Arcachon, juste au bord de plage quasiment, le sable va se foutre dans le velcro. Ah oui. J'ai une fermeture éclair sur le mien. C'est vraiment le seul inconvénient. Hein, mais de toute façon, quand vous faites une classe là-bas, vous avez beau faire déchausser les mômes et tout, on retrouve du sable partout à l'intérieur du plané. Hein. Mais bon, ils étaient, je crois, quand je l'avais pris, il était à 1 200 € le 4 mètres. Oui, ça doit être, on a dû le payer à peu près ça, mais c'était il y a un petit peu plus longtemps. C'était en 2015 avec le ventilateur et tout, quoi. Le truc, le système complet. Et sinon, au niveau de la toile, c'est du M2, c'est quoi? Ils savent pas, justement. Ils savent pas. Oui, par rapport ils savent pas. Ils ont leur propre norme. Oui, mais la norme, il y a moyen de voir les équivalences des normes. Ah, ça, ouais, c'est vrai, je n'y ai pas demandé. Même s'il n'y a pas le tampon français ou européen? Il n'y a pas de norme européenne là-dessus. Ce que je me disais justement en Natalia sur place, il n'y a pas de norme européenne et c'est pour ça que c'est compliqué pour eux. Mais vu qu'il y en a plusieurs qui en ont acheté en France et aux États-Unis et partout dans le monde, pourquoi ils s'embêteraient à payer un truc où ils ne sont pas sûrs d'avoir la certification, quoi. Et pour le classement au feu, Eric, il y a une norme européenne, justement. Il y a une norme européenne. Oui, tout à fait. D'accord. Je l'ai pas trouvé, eux non plus, du coup. Et la norme française, doit, comme le pompier nous ont dit une fois, justement, chez Lilian Perrin, en face de la norme européenne, rien à dire. C'est celle qui compte. Oui. Maintenant. C'est le problème. Ouais. Voilà. Parce que là, oui, du coup, 1002 le DOM, pour le faire venir, je crois que ça coûtait pas loin de 900, enfin presque 1 000 € pour le faire venir, entre les frais de douane et le reste. Du coup, j'ai pris un visa, j'ai passé 4 jours à Saint-Pétersbourg, il fait 15 kilos, je l'ai ramené en sac de soute. Et puis, du coup, j'ai vu le fameux Planétarium One à Saint-Pétersbourg. Je pense que c'est là va se tenir le congrès. C'est là où on devrait se tenir. Les 37 mètres de diamètre, avec je ne sais même pas combien il y a de projecteurs, là, tous des gros BenQ, je ne sais plus combien il y a de projecteurs, mais c'est fantastique. Hein. Après, il n'y a quasiment aucun spectacle en anglais où c'est tout du russe. Hein. Voilà. Mais il est vraiment magnifique, ce plané. Vis-à-vis, petite parenthèse, vis-à-vis des fameuses normes, où en France, alors bon, moi ça me gêne un petit peu, c'est que on s'entête avec la classification M,
Alors qu'on a donc les euroclasses européennes, donc c'est la norme N13501. J'ai réussi à retrouver un tableau d'équivalence. Je l'ai mis dans le chat pour. Voilà. Et puis j'ai les équivalences aussi avec la classification allemande, parce qu'on voit quand même aussi pas mal de dômes qui sont affichés. Ah bah le dôme il est B2. Bah oui, mais B2 ça correspond à M3 en France. Donc c'est quand même bien de le savoir. La norme B1 allemande, elle est à cheval entre le M1 et le M2. Voilà. Elle est pile entre M1 et M2. Et sur les euroclasses N13501, donc c'est A, B, C, D, E, F. Hein, et le M1 correspond de A2 jusqu'à B. Et M2, on est en C. Et dès qu'on tombe en D, ça ne va plus. Voilà. Donc, et les classes, les euroclasses sont d'ailleurs beaucoup plus détaillées que la classe française M, puisque on a les réactions de gouttelettes de gouttelettes enflammées, non enflammées, et les détails de fumée aussi. Donc c'est un petit peu dommage de s'entêter aussi sur la classification M, alors que un document avec les euroclasses sont beaucoup plus détaillés. Puisqu'on va avoir A1, A2, A3, A2, pardon, puis après on bascule en B, et après on va avoir les niveaux de fumée avec S1, S2, S3 et les gouttelettes 0 ou 1. Si on m'arrête, si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Oui, il me semble. De toute façon, Yves a un petit peu rassemblé différentes informations par rapport à justement le registre de sécurité, les normes et les normes européennes et tout ça. Et il nous en parlera probablement la prochaine fois. On va donner un petit peu le lien. Il a fait un Google Doc là-dessus. J'ai fait aussi un Google Doc sur le Config.ini au niveau de Spacecrafter, avec Yves. Et donc, on en parlera une prochaine fois, puisque bon, de toute façon, il y avait encore plein de choses que j'aurais pu dire, mais il faut en garder pour les fois prochaines. Juste, au niveau des coupoles et de l'aération, si vous avez encore un petit peu de temps et des choses à dire, Stéphane notamment. Oui, je peux parler très rapidement d'un petit système avec, je l'ai fait passer sur le forum et je l'ai adapté sur la soufflerie. Alors moi, je ne fais pas l'alternative. Alors, essaye ou d'articuler ou de parler plus fort. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais je trouve que c'est confus. C'est les sons qui dévalent. C'est les sons. Ouais. Je vais changer, je vais mettre un micro. Donc, ou bien tu parles un petit peu plus fort, peut-être ça suffit. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, c'est pas mieux. Là, vous m'entendez mieux. Le volume est mieux, mais. Le volume est mieux, mais ouais, c'est peut-être ma connexion qui n'est pas terrible. Alors, attendez. Ok, juste articule en parlant un petit peu plus fort et ça devrait être impeccable. Désolé Stéphane. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah bah voilà. Oui, oui. Voilà. C'est pas l'articulation. Voilà, c'est mon kit point libre. Donc, j'étais en train de vous parler de cette petite pièce métallique. Ça s'appelle une flange que j'ai achetée pour moins de 10 € et que j'adapte. Ça s'adapte, on dirait que ça a été fait exprès pour. Hein. Ça s'adapte vraiment sur les souffleries d'Albert. Et j'ai juste eu besoin de meuler un petit peu, de retirer un petit bout de métal pour que ça puisse rentrer facilement et tenir tout seul. Et sur cette flange, je fixe un tuyau de VMC, un tuyau de 200 mm de diamètre qui tient dans un carton comme ça. Donc vous voyez, c'est pas très gros. Et ce tuyau, il fait 10 mètres. Et il me permet d'atteindre une fenêtre ou une porte. Et donc, il me permet finalement d'aspirer de l'air frais. Et je mets ça sur un côté de la soufflerie et ça suffit largement pour maintenir un taux de CO2 entre 400 et 550 ppm. J'ai encore fait des séances jeudi, j'ai fait attention tout au long de la journée. Dôme de 4,50 m, on était 18 à l'intérieur. Est-ce que tu as des photos à partager ou je le fais moi avec ce que tu m'as envoyé? Ouais, tu peux envoyer, ça va m'éviter de partager et de faire des fausses manips. D'accord. Je vais commenter si tu veux. J'en ai d'autres, hein, mais
En fait, au départ, j'étais parti sur un truc encore plus ambitieux puisque je voulais vraiment prélever 100% de l'air extérieur et l'injecter dans le dôme. Et alors, on le verra sur une photo un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une photo dans un collège. Voilà. Et on voit donc le tuyau de 10 mètres qui est déplié, qui aspire de l'air par la porte. Et il est raccordé sur un côté de la soufflerie. Ça, voilà. Au départ, j'avais fait ça. Je me disais, voilà, alors j'ai une version où on met 2 tuyaux de chaque côté et puis on aspire l'air extérieur. Et je me suis dit, pour simplifier encore, on va essayer comme ça. Et finalement, j'ai même pas eu besoin de ça parce que je me suis dit déjà qu'aspirer tout l'air extérieur, eh ben, on est en hiver, il va peut-être faire un peu froid dans le dôme. Et pour le coup, je fais moitié-moitié. Et le renouvellement, il est vraiment nickel, quoi, parce que là, vous voyez, c'est par exemple ça dans une autre solution, dans un autre collège. Je suis retourné justement jeudi dernier dans ce collège et j'ai même mis un tuyau encore plus court et voilà, qui donnait directement. Alors, il m'est arrivé une chose intéressante, justement, avec cette porte-là. J'étais comme ça jeudi dernier et il y a eu une rafale de vent. La porte s'est ouverte, j'étais en séance et le tuyau est rentré dans la pièce et il s'est collé contre la porte. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, mais à l'intérieur du dôme, je regarde mon taux de CO2, j'étais à 800. Je me dis, oh là, il y a un truc qui va pas. Et finalement, quand je suis sorti, j'ai tout de suite compris. Parce que en fait, j'aspirais plus d'air extérieur et j'ai vraiment là eu la preuve que ça marche vraiment. Parce que mon taux de CO2, en dehors de cet incident, j'ai toujours été toujours en dessous de 600 ppm. Et parfois même, je termine des séances, je suis à 430, 450 à peu près. Donc franchement, il fait pas au niveau de la température, pas de problème particulier, puisque là, il faisait, jeudi dernier, il faisait au départ 5-6 degrés. J'ai commencé à gonfler le dôme, il faisait 20 degrés à peu près quand il était gonflé. J'ai mis le tuyau, je suis descendu à 16 degrés à peu près, 16-17 degrés. Et puis quand les gamins sont rentrés et que j'ai fait mes séances, ça se stabilise à 20-21 degrés à peu près. Donc pour moi, ça marche très très bien et puis ça donne une garantie surtout de rassurer en disant voilà, on renouvelle l'air, puisque moi c'était aussi l'inquiétude quand après le confinement, le premier confinement, quand j'étais rentré en contact avec le médecin du rectorat de Rouen, enfin de Normandie maintenant, et qui m'avait dit ce qui me gêne dans votre activité, c'est que vous aspirez de l'air qui est dans une pièce. Et même en ouvrant les fenêtres, elle me disait c'est pas l'idéal. Donc là maintenant, moi j'ai des choses qui permettent justement de compenser ce problème. Ouais. Bon, après, ouvrir les fenêtres, si c'est possible, effectivement, ça permet ça marche bien, renouveler l'air. Ça marche aussi. aussi. Ouais. Mais ça, c'est encore mieux d'aller piocher directement l'air en extérieur. Hein. Ça, c'est parfait. Ouais, alors il faut juste, à mon avis, arrêter le système parce que l'air extérieur est toujours plus humide que l'air intérieur. Donc, si on veut plier le dôme et le stocker longtemps, à mon avis, il faut enlever le tuyau, ventiler peut-être une dizaine de minutes, le temps que l'air soit bien sec, que l'intérieur du planétarium sèche bien, et puis ensuite on peut replier en toute sécurité. Parce qu'effectivement, le taux d'humidité, alors je l'ai mesuré, je ne monte pas au-dessus de, là dans ce que j'ai observé, pas au-dessus de 50%, il me semble, le maximum que j'ai eu. Donc ça grimpe un petit peu par rapport au taux d'humidité de la pièce, mais c'est pas énorme, ça se maintient. Tu pourrais donner les références de l'adaptateur là pour le. Alors j'avais mis un lien sur la liste, je ne sais pas si vous l'avez eu. Sinon, non mais d'accord, je vais le mettre dans la discussion. Sinon, je vais essayer de retrouver le lien. La liste, j'ai dû s'appelle info, mais d'accord. Je vous remets le lien sur le. Ouais, je l'ai ici. Je vais vous le mettre. Ça doit être avec les. Oh, ça recommence, merde. Alors, tac. Ici, vous allez retrouver les photos que Lionel vous a montrées. Et puis, alors le lien, je ne sais pas si je l'ai mis avec. Sinon, je vais mettre le lien avec sur le
Quand vous irez sur le drive, vous aurez l'ensemble du matériel que j'ai acheté. Je vous le mets ce soir si vous voulez, dans le drive. Juste Super. une petite info à propos En tout cas, du je pense ventilateur. on pourrait présenter ça à Kim Richard et lui demander s'il peut faire ça. Donc, d'une manière comme un extra, si on veut, on verra, non? Mais peut-être qu'on peut le plier, non? Quelque chose qui peut, parce que l'idée, elle est bonne, hein, honnêtement. Oui, et puis c'est un accordéon, donc ça Exactement. se plie, Mais je lui ai passé ça, mais il ne m'a pas répondu encore. Mais il me semble un bon complément, effectivement. Oui. Tout à fait. Oui, au niveau du transport et même du montage, le temps que la coupole gonfle, je raccorde le tuyau, ça ne prend pas plus de temps que d'habitude. Donc, Michel, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, tu n'as besoin que d'avoir un côté branché sur le ventilateur, mais tu sais que tu peux boucher le côté du ventilateur qui aspire l'air. Tu mets juste une petite plaque, elle va venir se plaquer, une plaque légère, un morceau de carton. Ça vient se plaquer contre le ventilateur. Parce que moi, par exemple, sur le dôme de Kim que j'ai, c'est trop puissant à la limite, hein. C'est une manière de jouer sur la puissance. C'est-à-dire que je fais rentrer les gens dans le dôme et hop, je mets ma plaque avant de rentrer dans le dôme et comme ça, ça limite l'entrée d'air qui n'est pas souhaitée, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Je n'y avais pas pensé, mais c'est encore Ouais, plus mais simple après, il comme faut voir au niveau du CO2 s'il n'y a pas, justement, enfin, c'est quand même bien de rester au maximum pour être sûr d'avoir un taux de CO2 qui est très bas. Moi, je vois au niveau du fixe, du planétarium fixe, ça monte assez vite. Mais attends, Michel, mais si tu parles de la coupole au sax, parce que tu n'utilises pas les sax, hein? Pardon? C'est la coupole de Kim que tu parles, la coupole de sax, qui est fixée avec des sacs de sable. Oui. Mais tu n'utilises pas les sax, non? Ah, si, je les mets. Hein. Moi, je les mets au musée de la Marine et je n'avais pas besoin de ça. Parce que je faisais sortir un peu par un petit tuyau, une petite sortie dans l'intérieur du planétarium. Et c'est un peu mieux, ça. Oui, en l'occurrence, là, j'étais à l'extérieur carrément. Alors, Ouais, en termes de tuyaux, moi aussi, j'utilise un tuyau plat comme ça. En fait, j'en utilise deux. Donc, j'ai deux tuyaux comme ça pour l'évacuation de l'air et je mets la soufflerie à peu près aux trois quarts de sa puissance. J'ai un variateur et donc soufflerie aux trois quarts, deux tuyaux comme ça, plats, et ça suffit à bien renouveler l'air. Ça marche bien. Tu les poses au sol, ces tuyaux? Oui, je le glisse sous la jupe et puis j'en mets un autre à la base de l'entrée. En fait, quand je ferme l'entrée avec les scratchs, j'en glisse un petit bout en bas et puis ça passe bien, ça ventile bien. Et où tu le mets? Dans quelle place exactement de la circonférence, non? Alors, je les mets pas très loin les uns des autres, en fait. Ça arrive à passer quand même. Je mets un à l'entrée et puis il y en a un autre que je mets à peu près à 2 mètres de l'entrée. Bon, je te conseille de le mettre à l'autre côté de l'entrée. Hein? Oui, l'air va monter comme ça, l'air, il va sortir de l'autre côté, non? En face de la porte, pour l'autre côté. Au moins un. Il faudrait que j'essaie, Je vais essayer ça. J'utilise une méthode qui est un peu similaire, mais un peu plus bourrin, je dirais. J'utilise des tuyaux PVC, qu'ils ne sont pas plats. Je peux faire voir une image si j'ai le partage d'écran. Ouais, c'est possible. Que je trouve. Alors sinon, il y a la solution de Jérôme Gallard. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Un PVC. Oui, vas-y. La solution de Jérôme Gallard, c'est pas en bas, c'est un peu en haut. Ce qui est, je trouve, un peu intéressant, puisque de le mettre au sommet de la porte, ça a un gros avantage, c'est que ça va prendre de l'air qui est potentiellement plus chaud. Et donc, ça permet de rafraîchir un petit peu plus facilement la pièce, de piocher de l'air un peu en haut et de l'évacuer par le haut de la porte. C'est vrai, mais moi j'ai fait le choix de le mettre à l'opposé du sas, comme le disait Albert, parce que en fait j'évacue l'air dans la pièce assez loin
Bon, c'est une pièce, tu la connais, Lionel, c'est une pièce qui est très, très volumineuse et c'est à l'endroit le plus loin du ventilateur qui aspire. Donc, l'idée, c'est de rejeter l'air au plus loin du ventilateur. Et en termes de CO2, nous, on fait nos séances avec une moyenne de 375 ppm. Parfois, ça passe à 500, 600, mais ça va rarement plus, quoi. J'ai jamais eu ce taux de 375 à Marseille. Oui, mais je suis sûr que quand tu sors du dôme, ça monte. Ton testeur, le taux de ppm, il augmente, non? Ah oui, non, mais je veux dire, enfin, même en dehors, en plein extérieur, je suis rarement enfin, je suis à 400 minimum, quoi. J'ai jamais eu 375. Ah ouais, Ouais, moi, mon minimum, c'est 385. Vraiment, le minimum du minimum que je puisse avoir, 385. Marseille est pollué. Alors, il nous est arrivé la semaine dernière d'entendre l'alarme du détecteur sonner, et c'était en intercession, alors qu'on était à l'extérieur en train de passer les coussins, de les nettoyer avec une solution hydroalcoolique. Et en fait, c'est la détection des solvants qui a déclenché l'alarme. Ah. Parce que la salle, bon, ça sent quand même, hein, donc c'est entré un petit peu par le ventilateur, et le ventilateur a détecté la solution hydroalcoolique et a râlé. CO2 et alcool, donc. Voilà. Faut pas faire des séances bourrées, quoi. Ben non, on peut même plus, c'est dingue ça. Ok. Bon, si d'autres ont quelque chose à rajouter. Juste, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je vous ai mis 2 photos là dans le chat. Enfin 3, parce qu'il y a celle du Dôme, mais juste au-dessus, la nébuleuse du Cône et de l'Arbre de Noël que j'ai pris en photo là, il n'y a pas si longtemps. Et j'en ai fait une version starless. On voit vachement bien la complexité de la nébuleuse. Je l'ai passé récemment dans le Dôme, là, ça passe pas mal. Voilà, mais vraiment, sans les étoiles, c'est impressionnant de complexité. Ouais, et ça peut être intéressant, puisque sans les étoiles, ça peut être rajouté dans Spacecrafter facilement, Okay. si on le cale bien comme il faut. Et ça peut être bien, parce que des fois, le fait qu'il y ait des étoiles, ça fait un bord carré et tout, que là, forcément, on n'a pas, j'imagine. Non, je l'ai passé, je l'ai affiché en photo classique, en miroir, ça passait bien. Ouais. Ok. Merci, Eric. Avec plaisir. Voilà. D'autres choses à rajouter? Bon, je pense qu'on va arrêter là. Juste une petite question à l'Assemblée, en espérant que ça ne va pas nous emmener trop loin. Moi, je me pose toujours des questions sur comment nettoyer la jupe, comment nettoyer le dôme, quoi, à l'intérieur. Je ne sais pas quelle solution utiliser, j'ose pas mettre de détergent. Bien sûr, j'ai proscrit les éponges qui grattent. Avec quoi vous faites? Parce que on déchausse les élèves, enfin, on déchausse tout le monde avant d'entrer. Mais comme les gens ont l'habitude de marcher nus, bah, leurs pieds sont à la limite plus sales que leurs chaussures. Et donc, la petite bande bleue qu'il y a à l'entrée du dôme, bah, on ne voit plus beaucoup de bleu, quoi. Donc, régulièrement, je frotte, mais il faut. Alors, je ne sais pas, je mets de l'eau avec un petit peu de savon de Marseille. Pour le coup, je fais marcher. Un savon qui ne soit pas agressif, du pH, Ben oui. pH neutre, le savon pour enfants, d'accord? De l'eau, humidité, de l'eau, savon pour enfants, et sécher bien. Mais jamais d'alcool, jamais de produits agressifs qui sont pour d'autres choses. J'ai shampoing pour bébé, là, tu sais, celui qui paraît-il, ne pique pas les yeux pour usage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pareil, c'est pas ultra efficace, quoi. On s'échine pendant une demi-heure et finalement, du gris foncé, on est passé au gris moyen, quoi, mais on n'arrive pas à restituer quelque chose de bien. Ouais, ça s'incruste dedans au fur et à mesure, j'imagine. Et par ailleurs, cette semaine, j'ai vu apparaître, à mon grand désarroi, hein,
un trait. Au début, je croyais que c'était un gamin qui avait fait un trait de feutre dessus, un trait noir au sud-est. Et en fait, en touchant avec le doigt, c'est en relief, comme s'il y avait du goudron, comme si ça avait été creusé. Alors, je ne sais pas en dessous comment c'est, mais je crois que c'est pas réparable. Heureusement, ça tombe dans notre paysage. Après, pour le reste, quand c'est de nuit, enfin bref, ça passe assez inaperçu. Mais les dégradations commencent, quoi. Donc c'est inquiétant. Ben, c'est sûr que si tu grattes un peu trop, tu risques d'arracher aussi le blanc de la partie écran et du coup après avoir du noir derrière. Par contre, essaye de... Moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est quand il y a des marques style, des marques de chaussures noires. Bon, nous, on peut avoir ça. C'est bon, si ça, au nettoyage, ça ne part pas, d'essayer de mettre du blanc par-dessus et donc de la craie ou quelque chose comme ça qui permette d'escamoter, même si ça n'a pas une grande durée de vie. Sur la partie écran, mettre de la craie blanche, ça permet d'estomper le noir et du coup, après, l'écran, on ne voit rien pratiquement. Ah ouais, bonne idée. J'avais pensé à du blanco, mais je n'ai pas osé. Moi, j'y étais carrément à la bombe de peinture blanche. Ah ouais? Ah ouais, et ça tient. Ah ouais. Le blanco, vu que c'est un petit peu plastifié, entre guillemets, ça va peut-être faire des petits refléter. points brillants. Ouais. Ça va peut-être refléter, ouais. Alors que la craie, justement, c'est parfait pour la projection, ça fait ce qu'il faut. Ah bah, je vais essayer ça. Parce que peinture blanche, moi, j'ai peur qu'on perde un peu le côté M1, justement, dont on parlait. Oui, mais en fait, c'était sur la partie basse du dôme, donc là où il n'y a rien qui est projeté, en fait. Ok. C'est simplement de la propreté. Mais pour vous dire quand même que la peinture tient. C'est une bonne Justement, info. je me suis un peu renseigné là-dessus. Il y a moyen aussi de refaire une induction, hein. Il y a des boîtes spécialisées pour ça, sur les bâches, et choses comme ça, qui proposent des produits qui sont vraiment faits pour ça, quoi. Mais Michel, la peinture que tu utilises est de la peinture en bombe? Oui, oui, oui. Moi, je ne m'étais pas embêté. J'avais dégraissé avant, passé à l'alcool, bien nettoyé, et puis j'ai passé un petit coup de bombe, parce que c'est l'ancien dôme du musée de Barcelone, et il y a des gamins qui se sont amusés avec des feutres, avec des stylos. Mais bon, c'est la partie basse, hein, c'est pas, ça s'arrête juste à la limite des hublots, en fait, quoi. Ok. Bon, ben... Une espèce de petit champ opératoire, là, pour pulvériser seulement sur la partie concernée? Oh non, même pas. Il faut être précis, c'est tout. Enfin bon, dans le dôme gonflé, hein, j'entends. Hein. Oui, J'avais gonflé le dôme et j'ai travaillé le dôme gonflé. Par contre, faut vite évacuer, hein, parce que tu vas prendre de la peinture dans les poumons aussi. Très bien. Souvenez-vous de copier les liens ou de garder avant que le chat soit fermé. Parce qu'il y en a pas mal de liens et des choses intéressantes. Il ne faut pas rater. Merci, Diana. Merci, Diana. Il y a 2 liens. Ok, super. Donc, merci Stéphane, puisque c'est toi qui as dû mettre le lien, je suppose, oui. Oui, c'est ça, ouais. J'ai retrouvé les liens pour le matériel. C'est un exemple, hein. Après, il y a d'autres fournisseurs, mais en tout cas, ce que j'ai acheté là, ça va vraiment pile dans les souffleries de Queen. Ok, super. Bon, s'il n'y a pas encore d'autres choses, oui, Régis? Un plaisir de vous revoir. Merci pour tous les partages. Excellent. Ça fait plaisir de te revoir, Diana, aussi. Ouais. Allez, ben, donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut arrêter là.